Bonjour. La Fronde. Son nom seul évoque dans notre esprit l'idée d'une dissipation de mœurs et d'esprit, d'une frivolité politique. Et la plupart des historiens n'en ont parlé et n'en parlent encore qu'avec mépris et légèreté. Et pourtant, force est de constater que la Fronde, dans notre histoire de France, est la première émeute, le premier soulèvement populaire qui présente un caractère nouveau. À la mort du roi Louis XIII, en mai 1643, son fils n'était âgé que de 5 ans, sa veuve, Anne d'Autriche, fut déclarée régente avec les pouvoirs attachés à ce titre. Comme on était délivré du joug terrible du cardinal de Richelieu, tout-puissant Premier ministre, mort un an avant le roi, on se livra alors au plaisir dans une sorte d'ivresse. Ce furent là les beaux jours de la Régence que les poètes du temps ont célébré comme l'âge d'or de la France. Toutes les convoitises apparaissent, les ambitions s'affirment, les coffres du roi se vident, d'où de nouveaux impôts touchant les plus pauvres. De plus en plus accablé d'impôts et de tailles destinés à renflouer les caisses, humilié dans son amour-propre national par la nomination d'un étranger au poste de Premier ministre, le cardinal de Mazarin, le peuple sortait de sa léthargie. Il prenait en main sa cause, soutenu et comme autorisé dans sa révolte par ceux-là même qu'il considérait comme ses défenseurs naturels, les gardiens de la justice, les magistrats. Il faisait les premiers actes de sa souveraineté. La Fronde, dit Hippolyte Fortoul, éminent historien et homme politique du Second Empire, dans son ouvrage Les fastes de Versailles, n'était pas seulement une guerre de chansons, c'était une révolution populaire dans son principe, qui pouvait être très grave dans ses résultats, et qu'on a prise en plaisanterie parce qu'elle a échoué. Si elle avait pu réussir, je n'hésite pas à dire que la Fronde aurait été la première grande révolution de notre histoire. Avec la Fronde, derrière la comédie guerroyante que l'histoire retiendra, on assista en fait au prélude de 1793. Provoquée essentiellement par la politique financière de Mazarin, la Fronde, dont le nom vient du jeu de fronde auquel les enfants jouaient à cette époque à Paris, se déclencha sous la minorité de Louis XIV et fut portée essentiellement par les magistrats du Parlement de Paris, lequel sera suivi bientôt par les parlementaires de province. L'instigateur de cette révolte, le conseiller Pierre Broussel, est arrêté, ce qui provoque un soulèvement dans la capitale où les premières barricades sont dressées en août 1648. 4 mois plus tard, la situation à Paris est insurrectionnelle. Cette nuit-là, la lune se leva ronde et pleine dans un ciel d'un noir de jade, navrant le marbre, pâlissant l'herbe. Tout paraissait encore plus vieux, encore plus grand, presque farouche. La nuit simplifie les contours, noie les détails, et il ne reste que des profils et des masses. Le château de Saint-Germain-en-Laye, que personne n'habitait plus depuis longtemps, faisait piètre figure. Il était délabré et glacial, sans feu, sans vie. C'était une coquille vide. Vers 3 heures du matin, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, une agitation fébrile vint toutefois rompre le silence. 2 heures plus tôt, au Palais Royal, le maréchal de Villeroy, gouverneur de Louis XIV, avait réveillé brusquement le jeune roi, âgé de 11 ans, et son frère cadet,
et, à la lueur d'une torche, les avait amenés, ainsi que leur mère, la reine régente Anne d'Autriche, dans une petite rue où les attendait le Premier ministre, le cardinal de Mazarin, avec 3 carrosses. Il n'y avait pas un instant à perdre. Il fallait fuir Paris en toute hâte et gagner au plus tôt le château de Saint-Germain-en-Laye, ancienne résidence des rois de France. Dans le sombre château, la poussière entassée dans les coins ses houppes grises. Aux cadres sculptés et dorés, des toiles d'araignée ajoutées de ternes dentelles. Des traces d'infiltration pourrissaient un peu partout les boiseries, et partout des écorchements, des flétrissures, des taches. Le temps et l'incurie, en collaboration, avaient fait une œuvre déplorable. Les fresques du grand escalier, anciennes, sinon belles, se tachaient des dartres du salpêtre. Il n'y avait pratiquement plus de meubles. Seul dans une chambre, encombrée de débris d'autant plus impressionnants que ses rebuts étaient des fragments de choses précieuses, un grand lit à colonnes se dressait comme un spectre dans la pénombre. Il trembla sur toutes ses bases au contact de la main de la reine, tellement il était vermiculé. Anne d'Autriche, ses 2 enfants, leur oncle Gaston d'Orléans et Mazarin furent les seuls à parvenir à s'endormir sur des paillasses posées à même le sol. Les autres, une quinzaine de personnes, couchèrent sur des bottes de paille vendues à prix d'or par les paysans du coin et ne purent fermer l'œil de la nuit. Tout manquait: vivres, linge, domestiques, et pour subvenir à leurs besoins, dans les jours suivants, les diamants de la couronne seront mis en gage. Toute sa vie, Louis XIV gardera le souvenir de cette nuit terrifiante, et il n'oubliera jamais cette terrible humiliation que lui avait fait subir la noblesse de robe et les grands du royaume qui plongeaient le pays dans la confusion et l'anarchie au moment même où la France était en guerre contre l'Espagne et la maison d'Autriche. L'enfant qu'il était alors sortit endurci par les épreuves qui firent de lui un adulte et, pour reprendre les mots de l'historien François Bluch, d'un petit prince le grand roi. Il y eut en fait plusieurs frondes au cours de la minorité de Louis XIV. La première, de 1648 à 1649, celle que nous venons d'évoquer, la fronde des magistrats du Parlement de Paris qui voulaient imposer une monarchie modérée à leurs bottes. La seconde, de 1650 à 1651, qui fut essentiellement menée par les grands, sous la houlette du prince de Conti, le frère du grand Condé et de l'ambitieux cardinal de Retz, les grands qui voulaient accroître leurs privilèges, et enfin la troisième, en 1651, sera celle de l'union des forces parlementaires et princières qui tentèrent de soulever en leur faveur une partie du peuple. Au cours de celle-ci, le jeune roi est pris en otage au palais royal par le peuple en furie, qui exigeait la libération du très populaire Condé, jeté en prison par Anne d'Autriche pour rébellion contre le roi, et Mazarin, qu'il détestait, le considérant comme un usurpateur étranger et qu'il appelait le faquin écarlate. Enfin, une quatrième fut déclenchée par Condé lui-même, qui n'hésita pas à railler les troupes espagnoles. La fronde cessa définitivement en 1652, lorsque les princes choisirent prudemment de rentrer dans les rangs et de faire profil bas. Le 21 octobre de cette même année, le futur roi Soleil et sa mère reviennent à Paris et sont acclamés par la foule. Quelques mois plus tard,
Mazarin revient à son tour et reprend la charge des affaires. Tous ces événements tragiques forgèrent le caractère de Louis et expliquent sa méfiance envers la noblesse, et peut-être aussi son désir de se défaire du joug du cardinal Mazarin qui commençait à lui peser. Son impatience de régner et d'asseoir le plus tôt possible son autorité était déjà visible alors qu'il venait de fêter ses 15 ans. L'une des premières manifestations de son autorité se produisit 2 ans plus tard, en 1655, peu de temps après son sacre, lorsque, informé d'une réunion en assemblée du Parlement de Paris, il partit de Vincennes en habit de chasse, suivi de toute la cour, entra au Parlement en grosses bottes et le fouet à la main, et s'écria: On sait les malheurs qu'ont produits vos assemblées. J'ordonne qu'on cesse celles qui sont commencées sur mes édits. Monsieur le Premier Président, je vous défends de souffrir des assemblées. Pendant la Fronde, la Provence se garda bien de suivre ceux qu'elle appelait les sabreurs du Parlement. Mais, à partir de 1657, et dans les années qui suivirent, lors de ce que l'on a retenu sous le nom crise de l'Avènement, une crise de subsistance qui toucha tout le pays à la suite de plusieurs hivers rudes et d'étés particulièrement secs dans le Midi, entraînant de mauvaises récoltes, les paysans commencent à se révolter, rapidement réprimés par Mazarin, qui nomme gouverneur de Provence son neveu par alliance, le duc de Mercœur. Prince de sang, petit-fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, cousin du roi, Louis de Vendôme, duc de Mercœur, n'a qu'un seul objectif, mettre de l'ordre en Provence. Après les campagnes, les villes à leur tour s'insurgent. Et en 1658, à Marseille, c'est le pouvoir royal lui-même qui est visé au cours de manifestations spectaculaires. L'année suivante, Aix à son tour entre dans la danse. Le Parlement de Provence, réuni dans la ville, affirme des prérogatives locales et particulières, et des propos virulents sont tenus à l'encontre de Mazarin. Il s'appuie sur le mécontentement du peuple et des paysans en particulier, à qui il promet des changements significatifs. Dans ce climat orageux, l'événement qui mit soudainement le feu aux poudres et provoqua de graves émeutes le 14 février 1659, jour de la Saint-Valentin, est l'assassinat sur le grand chemin entre Aix-en-Provence et Marseille de Paratte, un frondeur, ami personnel du président du Parlement d'Aix, Henri d'Escales de Sabran, baron d'Ansuisse, et du procureur général de la Chambre des comptes, Hubert Gallo de Chasteuil. Pour les Aixois, le doute n'est pas permis. Le responsable de cet assassinat est le premier président du Parlement, Henri de Forbin-Meignier, baron d'Oppède. Il faut souligner que Forbin possédait même le pouvoir militaire en l'absence du duc de Mercœur et qu'il était parvenu à rassembler contre lui tous ceux, nombreux, qui lui étaient franchement hostiles. Le 14 février, la foule se rassemble devant le palais de justice où le président s'est retranché et elle tente de le déloger. Forbin ne doit son salut qu'à l'intervention audacieuse de l'archevêque Girolamo Grimaldi Cavalleroni. Né à Gênes, nommé cardinal par le pape Urbain VII en 1643, il est archevêque d'Aix depuis 1648. Homme de sang-froid, Grimaldi entre au palais en carrosse et procède à son exfiltration en se frayant un chemin dans la foule tout en le cachant sous un grand manteau. Mais lorsque Grimaldi fait monter Forbin dans son carrosse,
les émeutiers comprennent le subterfuge, et c'est sous la menace de ces pistolets qu'il tient dans chacune de ses mains que le conseiller au Parlement, Thomasin Elnac, fait reculer la foule en s'écriant qu'il brûlerait le premier qui branle le roi. Forbin sera hébergé du 15 au 25 février par l'archevêque. Assez curieusement, on peut constater que la fronde commença réellement en Provence lorsqu'elle cessa à Paris et dans le reste du pays. Le 2 mars, le duc de Mercœur fait occuper Aix. Les meneurs prennent aussitôt la fuite. Mais plusieurs responsables sont jugés et condamnés à de lourdes peines, exil, galères et même exécution publique. En Avignon, des événements similaires se produisent. Tout le Midi est en pleine ébullition. C'est alors que Louis XIV arrive en Provence. Après s'être arrêté à Tarascon, il est à Arles, où les autorités de la ville lui présentent une superbe statue d'époque romaine qui a été découverte en 1651 et représente une femme d'une beauté éblouissante. Identifiée par les spécialistes comme une Diane, la belle Arlésienne séduit aussitôt le jeune roi qui la contemple longuement. Par décision royale, elle devient une Vénus, et dans quelques années, elle rejoindra la Galerie des Glaces à Versailles. Seule statue issue du sous-sol français, la Vénus d'Arles, comme on l'appelle désormais, sera incontestablement la plus belle femme du royaume, du roi Soleil, avant d'être éclipsée par sa rivale au musée du Louvre, la Vénus de Millon. Sous la plume de Frédéric Mistral, elle deviendra l'une des héroïnes de la Provence et l'aïeule incontestée de ces fières Arlésiennes en costume traditionnel. Après Arles, le jeune roi arrive à Salon, puis enfin à Aix-en-Provence en janvier 1660. Le 17 janvier précisément. S'il est là, c'est en fait dans un but bien précis. Il souhaite mettre de l'ordre en Provence maintenant que la paix est conclue avec l'Espagne. Mais il entend aussi se rapprocher de la frontière franco-espagnole dans l'attente du mariage qui doit sceller la réconciliation entre la France et l'Espagne de Philippe IV après des années de guerre terribles. Philippe IV, qui était, faut-il le rappeler, le propre frère d'Anne d'Autriche. Lorsqu'ils se retrouvèrent, à l'occasion de ces noces, ils ne s'étaient pas vus depuis 45 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce ne fut pas un mariage d'amour, tout au moins pour Louis. Le premier et véritable grand amour du roi, qui collectionnera durant son long règne les maîtresses, s'appelait Marie Mancini. Elle était la nièce de Mazarin, mais elle fut, comme Louis, victime de la raison d'État, son oncle négociant le mariage du roi avec l'infante d'Espagne. À son grand désespoir, elle dut quitter Louis, qu'elle aimait profondément et qu'elle avait soigné avec dévouement lorsqu'il tomba malade en juillet 1658. Leur séparation fut douloureuse. Ceux qui peut-être parmi vous connaissent bien le théâtre de Racine savent que l'on trouve dans sa tragédie Bérénice ce vers célèbre. Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez. C'est cette dernière entrevue entre le roi et Marie Mancini avant son départ de la cour le 22 juin 1659 qui inspira Racine. Louis la raccompagna à son carrosse et resta longtemps penché à la portière sans songer à cacher ses larmes. Au moment où la voiture s'ébranla, elle lui arracha sa manchette en criant « Je suis abandonné !» Louis,
courut cacher sa douleur à Chantilly après avoir chevauché pendant des heures à travers la forêt. Le traité des Pyrénées formalisant la paix entre la France et l'Espagne est signé le 7 novembre 1659 et quelques mois plus tard, tandis que Marie Mancini regagnait Rome, sa ville natale, à Aix-en-Provence, Louis préparait, avec le duc de Mercœur, l'occupation de Marseille, afin de réprimer une violente contestation municipale dont je vais vous parler. Mais auparavant, je vous propose de revenir un peu en arrière. Les affaires françaises et les remous à la cour n'intéressaient guère les Marseillais qui, depuis l'assassinat de Charles Cazot et la fin de l'éphémère République de Marseille, dont nous parlerons prochainement, se contentaient de veiller à ce que les promesses de Henri IV soient toujours tenues, à savoir le respect des privilèges de Marseille. À la différence d'Aix-en-Provence, Marseille est toujours gouvernée, dans les années 1650, par l'étrange règlement du sort, qui permet de tirer au sort les consuls et les officiers municipaux dans un conseil composé de 300 notables. La cité phocéenne est très attachée à cette règle, qui ne fut pas remise en cause par Barthélemy de Valbel, lieutenant de l'amirauté, ni par Antoine, son fils, qui administrèrent la ville pendant des années et préservèrent ses libertés et ses franchises. Antoine de Valbel sera à l'origine de la création en 1650 de la Chambre de commerce. Celle-ci, gérant les affaires des commerçants, créa à Marseille un véritable État dans l'État, échappant entièrement au pouvoir central. Tout se passait sans gros problème jusqu'à la nomination du duc de Mercœur comme gouverneur de Provence. Après s'être occupé d'Aix, il s'intéressa de près à Marseille et entendait bien changer tout ce qui lui paraissait anormal. Sans concertation, et en négligeant même d'en informer les Marseillais, il supprima du jour au lendemain le règlement du sort, et nomma consul un adversaire des Valbel, la famille qui régnait à Marseille depuis la fin de la République de Cazot. Cette nomination suscita une violente réaction des Marseillais qui n'apprécièrent guère que l'on se mêle de leurs affaires et que l'on veuille leur imposer de nouvelles règles et de nouvelles têtes, en l'occurrence celle d'un certain Lazare de Vento, sieur de Baume, inconnu des Marseillais, désigné consul de par la volonté du roi et du gouverneur. Les partisans de Valbel protestent avec la plus grande énergie contre la décision de Mercœur qu'ils considèrent comme un affront. Antoine n'étant plus alors de ce monde, et son successeur, Léon de Valbel, n'ayant d'autre ambition que la charge de lieutenant de l'amirauté, ils se trouvèrent un nouveau chef, en la personne de Gaspard de Village, sieur de la Salle. Peu de temps après, les Marseillais apprirent qu'ils allaient être de surcroît, en matière fiscale, soumis à la loi commune du régime. Ce n'était pas acceptable, et aussitôt, spontanément, ils s'insurgèrent. Mais il leur fallait un leader, Gaspard de Village semblant inexistant, et c'est vers un jeune homme fougueux et déterminé qu'ils se retournèrent, Jean-François de Blondevès, sieur de Niauzel, très populaire auprès des pêcheurs et des commerçants du port. Nous étions en 1658. À Marseille, au mois de juin, maladroit ou servile à l'excès, le nouveau consul, Lazare de Vento, déclara de son propre chef que les marchands prendraient à leur charge les frais de la galère du chevalier de Vendôme, fils du duc de Mercœur et de Laure Mancini, une autre nièce du cardinal Mazarin, attendue prochainement à Marseille, provoquant une véritable levée de boucliers. Niauzel réagit aussitôt.
à la tête d'une troupe décidée, arborant des rubans jaunes et noirs, il attaque l'hôtel de ville au cri de Fuero Galero. Aussitôt, les Marseillais, pêcheurs de Saint-Jean, ouvriers et artisans du port, poissonnières au verbe haut, courent vers l'hôtel de ville et reprennent le cri de Fuero Galero. Gnôzel devient en quelques minutes l'homme qui n'hésite pas à défier le roi et il gagne encore en popularité dans toutes les classes de la société marseillaise. L'émeute est contenue in extremis grâce à l'intervention de Forcia de Pile, gouverneur du château d'If, qui sut trouver les mots pour calmer les insurgés et s'entretint longuement avec Gnôzel, devenu incontournable. Il proposa même d'organiser une rencontre entre Gnôzel et le consul Lazare de Bento. Mais c'était sans compter sur le duc de Mercœur, qui, quelques jours plus tard, tel un éléphant déboulant dans un jeu de quilles, entra dans la ville avec ses troupes en armes venues d'Aix. Cette entrée en fanfare mit le feu aux poudres, ou plutôt ralluma la poudrière. Toutes les boutiques, comme les volets des maisons, se ferment de concert, et une foule immense se forme en quelques minutes et déferle sur le port. Elle est portée par une rumeur qui court et enfle comme un torrent. Gnôzel a été arrêté. Certains affirmaient même qu'il a été blessé, peut-être même mortellement. Des barricades se dressent déjà en divers points de la ville. Les femmes, en tête de la foule et armées d'instruments de fortune, crient « Fuero soldats !» L'hôtel de ville est investi. Épouvanté, craignant pour sa vie, Lazare de Bento s'enfuit déguisé en abbé. Les autres consuls arborent le drapeau blanc. Quelques instants plus tard, Gnôzel arrive et rassure les Marseillais. Il est bien vivant et n'a pas été arrêté. Comment aurait-on osé arrêter le maître d'une ville redevenue enfin libre, s'écrie-t-il sous les acclamations de la population émue aux larmes et enthousiaste. Voilà des propos et un accueil que n'apprécia guère le duc de Mercœur, qui fit aussitôt appel à de nouvelles troupes. Celles-ci se concentrèrent rapidement autour de la ville dans le but de rétablir l'ordre et de mater ce petit nobliau marseillais qui se prenait pour le maître. Tandis que le fameux chevalier Paul, amiral du royaume, bloquait la passe avec 6 navires, Mercœur faisait évacuer l'hôtel de ville et décida sur le champ de nouvelles élections consulaires. La Salle et Gnôzel firent élire 4 de leurs amis, ce qui provoqua la fureur de Mercœur qui annula les élections. Appelé à Versailles avec une délégation, Gnôzel et son frère, le commandant de Cuges, restèrent intraitables et ne plièrent pas. On dit même qu'ils refusèrent de s'agenouiller devant le roi. Quoi qu'il en soit, ils furent acclamés comme des héros à leur retour à Marseille, quelques jours plus tard, et Gnôzel reprit l'élection. Les 4 consuls cassés furent de nouveau élus, et Mercœur, devant la tournure prise par les événements et les mines patibulaires qui l'entouraient, prit la poudre d'escampette, tandis que partout dans les rues de la ville qu'il traversait, à toutes jambes, les Marseillais le conspuaient, chantaient, criaient, riaient et inventaient des refrains séditieux. La ville, en délire, se croyait revenue au temps de la liberté et de l'indépendance, à celui de Cazaux et de Louis d'Aix. Et cette euphorie, qui se manifesta par des festivités interminables et de joyeux bals dans tous les quartiers, se poursuivit tout l'été. Gnôzel rêvait désormais de gouverner la ville avec ses amis, et il n'était pas à court d'idées. Mais la Salle, et surtout les négociants marseillais, semblaient inquiets.
c'est que le roi avait fait arraisonner les navires à la sortie du port par les Anglais, et qu'il entendait bien siffler la fin de la récréation. Il souhaitait aussi agir dans les règles et commencer par mettre hors d'état de nuire ce Gnozel qui se croyait décidément tout permis. Dans un premier temps, Gnozel et les consuls élus en octobre 1658 sont sommés de se rendre à Lyon, où ils rencontrent Mazarin. Ce dernier aménage une entrevue avec le roi qui a lieu le 6 janvier 1659 et à la fin de laquelle Louis XIV dit simplement « Je verrai ce que j'aurai à faire ». La menace était bien réelle. À la suite des troubles qui éclatent à Aix-en-Provence en février 1659, dont nous avons précédemment parlé, Gnozel et ses amis donnent asile aux émeutiers. Mais l'assassinat de Charles Perret, un bourgeois partisan de l'ancien consul Vento Labaume, et par un des partisans de Gnozel, met le feu aux poudres. Bien que Gnozel soit étranger à cet assassinat, il est aussitôt mis en accusation et convoqué devant le Parlement. Comme il refuse d'obéir, il est sommé de se rendre à la cour au plus vite, sous peine d'être déclaré criminel de lèse-majesté. Mercœur charge un de ses lieutenants de ses gardes, la Gouvernelle, de se rendre à Marseille pour lui notifier l'arrêt de la cour. De faux bruits courent alors sur son arrestation qui font réagir aussitôt ses amis. Le gouverneur est bousculé, ses longues moustaches arrachées, l'ordre du roi déchiré. C'en est vraiment trop. Un mandat d'arrêt est lancé contre Gnozel qui ne tente pas de s'expliquer et préfère fuir, se cachant notamment dans le couvent des Capucines. Aux grands mots, les grands remèdes. À la tête d'une véritable armée, forte de plus de 6000 hommes, Mercœur investit la ville le 21 janvier 1660. Le lendemain, Forcia de Pile fait procéder au désarmement de tous les habitants. Des canons sont enlevés des remparts et sciés. Le 27 janvier, 7 condamnations au supplice de la roue sont prononcées et 8 à la pendaison, dont celle de Gnozel, dont les biens sont confisqués et la maison démolie et remplacée par une pyramide infamante. Malgré une offre de rançon conséquente, il n'est pas dénoncé et parvient à s'embarquer pour Barcelone. Il se lie alors avec le marquis Pierre de Villars, lieutenant général des armées d'Italie et de Catalogne, qui lui permettra de revenir sur ses terres rendues à sa famille. Mais ce n'est qu'en 1714 qu'il obtiendra sa totale amnistie et qu'il sera nommé sénéchal de Sisteron et la pyramide sera rasée. Mais il n'aura guère le loisir de profiter de ce retour en grâce puisqu'il meurt peu de temps après à Gnozel, son village natal des Alpes de Haute-Provence. Mais revenons à cette année 1660, une année décisive pour le jeune roi Louis XIV. En février, il se trouve toujours à Aix. Il semble plus détendu. Les problèmes peu à peu se résolvent. Il est temps de songer un peu à se distraire. Le 3 février, il organise un grand bal au cours duquel il échange sur un ton enjoué avec son cousin, le prince de Condé, et la duchesse de Montpensier, dite la grande mademoiselle, des propos badins sur les événements de la Fronde. C'est le temps de la réconciliation. On oublie tout. La trahison de Condé, qui n'avait pas hésité à s'allier avec les Espagnols, l'audace de la grande mademoiselle, qui fit donner le canon contre Turenne depuis la Bastille. Tout cela est du passé. Une époque nouvelle s'ouvre, et l'on a besoin de tous pour que le règne de Louis soit un grand règne. Le 4 février, le roi,
Sa mère, Anne d'Autriche, son frère, le duc d'Anjou, et toute sa cour quittent Aix et se rendent à Saint-Maximin. Après Saint-Maximin et la Sainte-Baume, Toulon, Hyères, Cotignac et Brignoles seront successivement visités. D'après le notaire Henri Guichard, le cortège qui entra dans la petite ville de Saint-Maximin se composait des plus nobles seigneurs et des plus grandes dames de France, avec 50 ou 60 carrosses, plus de 50 chariots, 100 mulets et 500 gardes à cheval. Les consuls de Saint-Maximin avaient été informés à l'avance de la prochaine visite du roi. Lors de la séance du Conseil général du 11 janvier, présidée par le premier consul, Pierre de Richery, on avait lu une lettre du secrétaire du duc de Mercœur qui annonçait cette arrivée pour le mois de février. J'ai retenu ce petit passage. Comme on sait qu'à Saint-Maximin il y a de très beaux raisins, par ainsi prit les 10 sieurs consuls de leur en faire tenir pour régaler la cour. Le conseil approuva cette décision et autorisa le trésorier, Honoré Laurier, à se rembourser de la somme de 25 livres 12 sols, 14 livres 8 sols pour les raisins, plus 7 livres 4 sols pour les caisses destinées à les renfermer, plus 4 livres pour le port. Cette somme ayant été avancée par lui pour le prix des raisins et pour leur envoi au gouverneur. Ces dépenses furent également provisionnées pour les repas de chasse, comportant perdrix, lapin, levreau, pour l'achat d'un dé, ainsi que les frais pour faire peindre les armes du roi et celles de Provence destinées à être placées à l'entrée de la ville. Pour ne rien vous cacher, le coût d'achat du dé de satin bleu avec franges d'or et d'argent dépassa les prévisions en atteignant la somme de 100 livres. Et pour les armes du roi, du pays et de la ville, il fut dépensé 16 livres plus 3 livres pour celles du duc d'Anjou. Il fut également payé à Jacques Lyotard, maître menuisier, 10 livres, et les flambeaux en cire destinés à éclairer l'arrivée du roi, et le lendemain son retour de son pèlerinage prévu à la Sainte-Baume, coûtèrent 53 livres 5 sols. Cela faisait beaucoup d'argent, mais ce n'était pas tous les jours que l'on recevait le roi et toute sa cour. En fait, la dépense la plus importante ne fut pas celle des repas du roi et de sa suite, comme on pourrait l'imaginer, mais celle de la fourniture de la paille, du foin et de l'avoine pour les chevaux. En fait, contrairement à la visite de Louis XIII en novembre 1622, la réception de Louis XIV à Saint-Maximin fut d'une extrême sobriété, en raison des instructions même du roi qui voulait que tout se passe simplement, sans grand tralala et sans dépenses excessives, ce qui ne fut pas tout à fait le cas. À la porte de la belle église de Saint-Maximin, vers 18 heures du soir, le roi est reçu par le père Maioli, prieur des Dominicains, accompagné de 60 religieux, revêtus d'ornements splendides. Il est ensuite conduit en procession jusqu'au grand autel, au milieu de la population, au chant du Te Deum. Le nef étincelante de lumière est éclairé par plus de 500 flambeaux. Une châsse de bois renfermant les ossements de sainte Madeleine lui sont alors présentés, et il est décidé que la translation des reliques dans une très riche urne en porphyre aurait lieu le lendemain, pendant que le roi et sa cour seraient à la Sainte-Baume. Cette visite à la Sainte-Baume, ce 5 février 1660,
allait être le temps fort du séjour de Louis XIV en Provence. Elle allait participer à sa reconquête des cœurs après tant de doutes et de désamour. C'est en carrosse que le roi, sa mère et son frère se rendirent au petit matin au village de Nance. La grande mademoiselle ne les accompagna pas et s'en expliquera ainsi. On était fort scandalisés de quoi je n'allais pas à la Sainte-Baume où il y avait une grande dévotion à Sainte-Madeleine. Mais il y avait beaucoup de petites véroles, et comme je la crains fort, je n'y allais point. C'est ensuite à cheval que Louis commence l'ascension de la Sainte Montagne, tandis qu'Anne d'Autriche y est transportée en litière. Il est très surpris de trouver de la neige au Saint-Pilon, à 900 mètres d'altitude, où se trouve une chapelle surplombant la grotte Sainte-Marie-Madeleine. Après la messe à la Sainte-Baume, Louis et la reine visitèrent les lieux pendant plus de 2 heures. Pour ne pas enfreindre la pieuse coutume qui veut qu'on ne consomme pas ici d'aliments gras, le roi avait fait porter à Nance le déjeuner qui leur avait été préparé, se contentant pour le moment de fruits offerts par les religieux. De retour à Saint-Maximin, le retour se fit tard dans la soirée, et le lendemain matin, avant de se mettre en route pour Toulon, le roi, la reine-mère, le duc d'Anjou et toute la cour se rendent à l'église où s'achève la translation commencée la veille. Les portes étant restées ouvertes, la foule se précipite à l'intérieur pour être témoin de la cérémonie qui s'achève par une messe. Et vers 11 heures, le cortège royal se met en route pour aller coucher à Solliès et se rendre le lendemain à Toulon. Le voyage se poursuit ensuite à Hyères, puis le 21 février à Cotignac, où le roi voulait rendre hommage à la Vierge Marie, apparue en ce lieu en 1519. Enfin, le 2 mars, il entre triomphalement à Marseille en pénétrant par la brèche que l'on avait faite en abattant les murailles pour punir les Marseillais. Comme je le dis souvent, les Marseillais sont déconcertants et imprévisibles, s'opposant parfois violemment, tout au long de leur histoire, à la mainmise du pouvoir central sur leur ville, mais recevant avec faste la moindre tête couronnée. Louis XIV ne dissimule pas sa satisfaction, d'autant plus que le spectacle qui s'offre alors à sa vue est réellement grandiose. Fenêtres et balcons plient sous des grappes humaines. La foule est en délire et les pleurs se mêlent aux rires. Des myriades de fleurs multicolores jonchent le sol et tapissent les maisons. Le roi reçut l'hommage des consuls, et Paul Forciat de Pile, viguier de Marseille et gouverneur du château d'If, lui présenta les clés d'or de la ville sur un plat d'argent. Le jeune roi détourna alors la tête avec une moue de mépris et lui dit « Gardez-les, Pile, vous les gardez fort bien, je vous les donne. » Le cortège royal gagna ensuite la cathédrale de la Major, dans laquelle un magnifique Te Deum est chanté. Le roi est ensuite reçu et logé pendant 6 jours, place de l'Anche, dans la maison de l'écuyer Thomas de Mirabeau, qui avait pris parti pour la couronne au temps de la Fronde et espérait bien en tirer quelques avantages. Pour le remercier de son hospitalité, Louis XIV lui promit un marquisat, qu'il oublia d'ailleurs de lui attribuer. C'est probablement depuis cette époque que les Mirabeau, dont le plus célèbre d'entre eux s'illustrera 130 ans plus tard sous la Révolution française, conçurent des doutes sur les promesses royales. Ce n'est en fait qu'en 1685 que la terre de Mirabeau fut érigée en marquisat. Le roi Soleil n'imaginait pas alors qu'elle donnerait naissance à celui que Goethe surnommera l'Hercule de la Révolution.
C'est en grande partie grâce aux mémoires de la grande mademoiselle que l'on connaît de nombreux détails, souvent cocasses, de ce séjour mémorable. Laissons-lui donc la parole. Lorsqu'on entra dans la ville par la brèche que l'on avait faite en abattant les murailles, il y avait des corps de garde de cavalerie et d'infanterie comme dans une ville en guerre. Je trouvais pitoyable de voir les galériens enchaînés dans les rues, aller et venir. Cela me paraissait effroyable. On se promena sur les galères, on mit dessus des gardes et même des mousquetaires du roi. Elles sont peintes et dorées. Il y a de jolies chambres, mais de voir cette quantité d'hommes nus, sans chemise, hors une espèce de caleçon, rasés, noirs de soleil, oh, cela est affreux. Enchaînés, cela donne une idée de l'enfer. On en a horreur et pitié. Puis, quand l'on fait réflexion que ce sont de méchantes gens, on en a moins. Je voudrais préciser que ces méchantes gens, ce ne sont pas pour la plupart des criminels, mais des vaudois, des cathares, des protestants, ceux qui préfèrent les galères à la trahison de leur foi, ceux qui font passer Dieu avant le roi. Mademoiselle accompagne ensuite le roi au château d'If sur un petit bateau violemment ballotté par les vagues, le Mistral soufflant assez fort ce jour-là. À l'arrivée sur l'île, une énorme vague mouille tout le monde. La reine n'y voulut pas aller, raconte mademoiselle. Elle me permit d'y suivre le roi. En y abordant, il vint une vague qui nous couvrit tous d'eau. Il faut prendre son temps de sauter contre le rocher, et si on le manque et que l'on perd un moment, on tomberait dans la mer. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'apprécia guère le lieu. C'est, dit-elle, un château avec une petite cour et quelques terrasses. La vue en est très belle. Le dedans n'est ni beau ni laid. On y donna une grande collation, mais comme c'était le carême, peu de gens mangèrent. J'avais une grande hâte d'être hors de là, car ce château a l'air d'une prison, et toute ma vie je les ai fort haïs. Elle n'avait pas tort. On sait qu'il enferma notamment des opposants politiques, le chevalier Anselme pour complot contre le roi en 1580, puis plus tard des protestants, dont Jean Serre et Élinault, pour ne citer que les deux plus connus. Malgré l'accueil triomphant de la population, les fêtes grandioses, pèlerinages, promenades en mer qui agrémentèrent le séjour royal, le jeune souverain n'était pas dupe des sentiments profonds de la majorité des Marseillais, et il resta toujours méfiant envers ce peuple violent et libertin, envers cette ville qui aujourd'hui l'adule, mais qui demain pourrait bien se réveiller et bafouer à nouveau son autorité. C'est la raison pour laquelle il décida la construction d'un fort qu'avec sarcasme il appellera sa Bastide. Le chevalier de Clerville, commissaire général des fortifications du royaume, était arrivé de Lorraine pour déterminer l'emplacement de cette citadelle qui devait protéger Marseille contre toutes attaques maritimes, mais surtout devait la tenir en respect et la dissuader de toute velléité de révolte. Je cite souvent ce mot d'esprit qu'avait eu le maréchal de La Ferté, qui commandait à Nancy, pour commenter l'arrivée à Marseille du chevalier, maître et rival de Vauban. Il faut que Marseille soit en pitoyable état pour qu'on y appelle le bourreau. Parmi les différents emplacements envisagés pour l'édification du fort, c'est sur celui assez vaste, situé à l'embouchure du port, derrière l'abbaye Saint-Victor, que se porta le choix du chevalier.
Les travaux de construction de la citadelle Saint-Nicolas commencèrent dès le 10 février 1660, moins de 20 jours après la reprise en main de la ville par les troupes armées royales et moins d'un mois après l'entrée du roi en grande pompe dans la ville. Le duc de Mercœur, gouverneur de Provence, se déplaça en personne pour poser la première pierre sur laquelle étaient gravés ces quelques mots. Louis XIV, roi des Français, a pourvu, en construisant cette citadelle, à la sûreté des grands et du peuple. Le roi a ordonné, Mazarin, cardinal, l'a conseillé, Louis de Vendôme, gouverneur de Provence, l'a exécuté. Cela sous-entendait que Marseille était désormais soumise au pouvoir monarchique. Les travaux gigantesques furent menés à un rythme soutenu et ne durèrent que 4 années. Mais ils ne provoquèrent nulle joie chez les Marseillais, car même s'ils avaient accueilli avec chaleur le jeune roi, ils n'ignoraient pas ses desseins et savaient bien que Saint-Nicolas, comme le fort Saint-Jean, dont la construction commença en 1668, était destiné à les surveiller. Louis XIV, d'ailleurs, ne s'en cachait nullement. Dans ses mémoires, composés pour le grand dauphin Louis, alors âgé de 7 ans, il écrira ce sujet. Je faisais continuer, en 1661, les fortifications de la citadelle de Marseille, tant pour contenir cette ville-là même dans le devoir, que pour donner exemple aux autres. Je réprimais avec vigueur tous les mouvements qui semblaient approcher de la désobéissance, et je fis exécuter mes commandements dans toute la sévérité nécessaire, ayant même donné ordre qu'ils fussent appuyés par des troupes en nombre suffisant pour vaincre la résistance qui aurait pu y être faite. Car, quoi qu'il faille tenir pour maxime qu'en toute chose un prince est obligé d'employer les voies de la douceur les premières, et qu'il lui est plus avantageux de persuader ses sujets que de les contraindre, il est pourtant certain que dès lors qu'il trouve ou de l'obstacle ou de la rébellion, il est de l'intérêt de sa gloire et de celui même de ses peuples qu'il se fasse obéir indispensablement. La construction de Saint-Nicolas sous la direction de Jean-Étienne Chieusse, maître maçon, nécessita l'emploi de plus d'1 millier d'hommes. Dès 1663, les travaux menés tambour battant étaient achevés pour le Haut-Fort, dit d'Entrecasteaux, et en 1664 pour le Bas-Fort, dit Gantonne. L'année suivante, sous l'impulsion de Nicolas Arnoux, l'homme de Colbert, nommé par le roi intendant des galères, l'arsenal des galères de Marseille, en sommeil depuis plus de 100 ans, connaissait à nouveau un fulgurant essor. À partir de 1666, toujours sous l'impulsion de Nicolas Arnoux, la surface de Marseille triplera. Louis XIV transforma Marseille et en fit une ville harmonieuse et moderne, aménageant notamment le cours, actuel cours Belzunce, qui pendant 2 siècles sera considéré à juste titre comme le plus beau cours d'Europe. On sait qu'il fut un roi bâtisseur et qu'en matière d'architecture, il connaissait son affaire. L'historien Philippe Baussan nous rapporte une anecdote significative à ce sujet. Comme il visitait un chantier, le roi pose une question précise à laquelle personne autour de lui ne semble pouvoir répondre. Survient alors un jeune homme qui, aussitôt, d'une main habile, dresse un croquis répondant à l'interrogation du roi. Il s'attachera sur le champ les services du jeune architecte qui s'appelait Jules Hardouin Mansart et construira notamment le Grand Trianon. Nicolas Arnoux fut donc l'homme qui réalisa avec brio le Marseille voulu par le grand roi,
et la cité phocéenne lui doit beaucoup dans ce domaine. Après avoir comblé de cadeaux Marseille soumise, voici à présent Louis XIV, quelques jours après, chevauchant à la tête de sa suite vers Avignon. Il y entre le 19 mars 1660. Ce jour-là, le ciel est contre lui et contre le pape. Il pleut à verse, et les carrosses, à la fois sur les carrosses et les chevaux légers. Mais l'ambiance est similaire à celle de Marseille, mêmes acclamations de la foule, même remise des clés d'or symboliques, même réjouissances fastueuses autour du roi, d'Anne d'Autriche, de Mazarin, des princes. Les Avignonnais sont particulièrement heureux d'avoir le roi sous leurs murs au cours de la Semaine Sainte. C'est une aubaine dont il va falloir profiter. Et on ne ménage pas ses efforts. Un office des ténèbres grandiose précède la procession du jeudi saint, avec le roi aux premières loges, arborant le collier du Saint-Esprit, lavant les pieds à 13 pauvres, faisant des largesses de pain, de vêtements, d'argent, parmi les 7 confréries des pénitents de toutes les couleurs. Louis ne dissimule pas sa satisfaction et remercie chaleureusement la population de son accueil. Il parcourt la ville, saluant avec bienveillance tous ceux qui viennent au-devant de lui, lui offrant fleurs et fruits. Peut-être y rencontra-t-il alors Charles-François Félix, natif de la cité papale, qui sera dans quelques années l'un de ses médecins personnels. C'est lui qui l'opérera de sa fistule anale en 1685. Cette opération, après qu'elle se fut bien placée, inspira à Lully le final d'une cantate de grâce en remerciement qui, harmonisée par Handel, deviendra l'hymne national anglais. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ce n'est pas sans regret que le roi quitta le 4 avril cette admirable cité, étalée nonchalamment autour de son palais des papes, rose dans le soleil qui brillait à présent après la pluie des jours précédents. Avant de prendre la route pour la frontière espagnole, il voulait se rendre à Orange, où il souhaitait vérifier par lui-même si la ville soumise par force à son autorité, comme Marseille, s'était bien débarrassée des hérétiques qui avaient fait de la ville l'une de leurs places fortes. Enfin, au printemps, le mariage de Louis, par procuration, est célébré à Fontarabie, où l'un des principaux négociateurs espagnols du traité des Pyrénées, don Luis de Haro, ayant reçu les pleins pouvoirs du roi d'Espagne, représente l'époux. Le mariage véritable sera célébré à Saint-Jean-de-Luz par l'évêque de Bayonne le 9 juin 1660. Louis XIV a alors 22 ans. Il a pris pleinement possession de son trône un an avant la mort de son mentor Mazarin, dont il portera le deuil, honneur peu ordinaire. À nouveau, si vous le permettez, je vais citer 2 vers de la Bérénice de Racine qui le désigne clairement et résume bien ce que sera son règne, l'un des plus longs de l'histoire. Quand quelque obscurité que le sort lui fait naître, le monde, en le voyant, eût reconnu son maître. Dès le lendemain du mariage, Marie-Thérèse manifesta à son époux une adoration ingénue, touchante, mais ô combien encombrante, une adoration qu'elle devait lui vouer jusqu'à son dernier jour, même si celui-ci ne cessa de la tromper et de l'humilier. Le 15 juin, le jeune couple quitte Saint-Jean-de-Luz. Quelques jours après, la terre tremble.
Le petit séisme, qui ne fit semble-t-il que des dégâts matériels, est principalement ressenti 180 km plus loin, à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Pour Louis, ce n'est pas un signe de courroux divin, mais un encouragement à pacifier le pays et à l'unir indéfectiblement autour du trône. Il n'a pas tort, et, en ce qui concerne plus particulièrement Bagnères de Bigorre, cet événement, en engendrant une modification des cours d'eau, lui sera très utile pour son activité thermale. Il est perçu aujourd'hui comme l'acte fondateur faisant de Bagnères de Bigorre la ville thermale la plus attractive du XVIIe siècle. Le duc du Maine, fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, s'y rendra souvent à partir de 1675. Après avoir maté la fronde provençale, après des noces somptueuses et d'interminables festivités, le roi allait commencer son règne en imposant un pouvoir fort et solide. Mais, il faut bien en convenir, s'il fut fastueux, s'il se confond avec un grand siècle, les splendeurs de Versailles et la propagande orchestrée pour chanter la gloire du roi Soleil ne doivent pas nous faire oublier qu'il ne fut qu'une suite de guerres, donc de nouveaux impôts exceptionnellement levés, et la Provence ne fut pas épargnée par l'invasion, la défaite, les extorsions massives d'hommes d'armes et de subsides. Le sol est lourd. De surcroît, à la misère qu'occasionnèrent tant de guerres européennes, s'ajouta sans doute la pire des calamités, la révocation de l'édit de Nantes en octobre 1685. C'est probablement la plus grave erreur commise par Louis durant son règne. Un chiffre. Un chiffre et un seul résume à lui seul le drame qui se joua alors. 300 000. C'est le nombre de protestants qui quittèrent définitivement la France, soit environ 1% de la population du royaume, appartenant souvent à l'élite intellectuelle, mais comportant aussi des commerçants, des artisans, en quelque sorte les forces vives de la nation. Et cela principalement au profit de tous nos concurrents économiques, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Prusse, et parfois même de leurs colonies d'Amérique ou d'Afrique. En 1715, après un long règne controversé de 54 ans, Louis XIV, malade et affaibli, sans venir la mort à 77 ans, et avant de sombrer dans l'agonie, reçoit à son chevet son petit-fils, futur Louis XV, un enfant de 5 ans. « Mignon, lui dit-il, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous pourrez le faire la guerre. C'est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela. Ne m'imitez pas, mais soyez un prince pacifique et que votre principale application soit de soulager vos sujets. » Reconnaître ses erreurs, être lucide sur sa grandeur et sur le bilan de son règne. N'est-ce pas, en définitive, la marque d'un grand roi? Je vous remercie.